Mesdames et messieurs, bonsoir. L'échiquier international, vous êtes les bienvenus en direct de Al24 News. Gaza se meurt et suffoque sous les flammes et les bombes de l'armée sioniste. Sommées de quitter le nord, réduits à terre, les populations se sont ruées sans avoir beaucoup de choix vers le sud pour éviter l'effroi et l'horreur. Ces populations palestiniennes ont également été prises pour cible à Khan Younes. S'est transformée, une ville qui s'est transformée en ville martyre. Les populations, en se réfugiant dans le sud, sont tombées dans un vrai traquenard. N'y a-t-il pas âmes qui vivent pour imposer un cessez-le-feu par la force et par le droit, ou devons-nous assister impuissants à l'extermination de tout un peuple en direct avec ce sentiment d'impuissance qui s'empare de nous? N'y a-t-il pas âmes qui vivent pour dire stop au massacre, stop au carnage? Le nombre de morts va dépasser celui des vivants si ça continue à ce rythme. Quelqu'un peut-il nous dire où s'arrête et où commencent les lignes rouges, ou dans les guerres, dans ces guerres-là, ou est-ce avec Gaza qui toujours forme l'exception, Gaza avec qui toutes les dérives sont permises? Tout de suite, le débat est lancé. Pour en parler ce soir avec nous, donc, nous recevons respectivement Nadia Moulay, journaliste et auteure. Elle est avec nous par Skype depuis Paris. Nadia, bonsoir. Merci d'être notre invitée aujourd'hui. Bonsoir à tous. Omar Benberti, analyste des questions internationales. Il est avec nous donc à partir d'Oran. Omar Benberti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors pour commencer, Gaza aujourd'hui est en train de souffrir. Cette fois-ci, c'est un petit peu la partie sud de Gaza, comme si il n'existait de Gaza, alors que Gaza est une et indivisible. Le sud de Gaza s'est transformé en un véritable champ de ruines depuis que les réfugiés du nord y sont partis pour justement fuir l'horreur. Alors Nadia, qu'y a-t-il à faire aujourd'hui? Pourquoi, après avoir jeté ces tracts demandant à ces populations d'évacuer pour mieux, en tous les cas, fuir ou en tous les cas les protéger, aujourd'hui ces mêmes populations se retrouvent toutes cantonnées et complètement, je dirais, exterminées? Alors, il y a plusieurs facteurs d'analyse, mais la première chose, moi, qui me saute aux yeux, et puis d'autres observateurs le disent aussi, c'est que derrière ce qui se présente, ce qui est présenté par Israël comme étant des victoires stratégiques, puisque Israël parle de la tête du Hamas qui est en train d'être éliminée. Et en même temps, on a l'impression, paradoxalement, qu'il y a une espèce de frustration, justement parce que la victoire sur le Hamas n'est pas aussi acquise que ça en a l'air, ou en tout cas qu'Israël veut le faire croire. Et du coup, ça pourrait expliquer ce déluge de bombes qui est en train de tomber sur la tête des Gazaouis, cette destruction qui a commencé par le nord, qui continue par le sud. Alors d'un côté, on la joue, on vous prévient, on est une armée morale, entre guillemets, et on vous demande d'évacuer vers le sud. En même temps, on continue de bombarder le nord, puis on bombarde le sud. Et donc, et on utilise aussi une intelligence artificielle, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une enquête d'un magazine qui s'appelle 972 Magazine, qui est une plateforme qui réunit des journalistes palestiniens et israéliens, a de fortes présomptions concernant l'utilisation d'une intelligence artificielle pour viser les civils de Gaza. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des dommages collatéraux. Oui, on ne peut pas parler de dommages collatéraux, c'est vrai. Voilà, ce ne sont pas des dommages collatéraux, effectivement, et que précisément, ces civils ont été visés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Palestiniens habitant à Gaza. Oui, très bien Nadia. Alors, Omar Benberti, aujourd'hui, on a demandé aux populations de Palestine, à Gaza, de quitter et d'évacuer vers le nord, vers le sud. On aurait compris que c'est pour les protéger, parce que de toute façon, on veut la tête de Hamas. Pour l'instant, on n'a vu rien venir. On n'a vu que des morts palestiniens. Aujourd'hui, le sud, où tout a été cantonné, est justement l'objet d'un bombardement. Il y a réellement une volonté à ne plus douter de vouloir exterminer le Palestinien. Alors, où est-ce qu'on va les pousser encore? Je veux dire, où est-ce qu'ils vont encore partir? C'est carrément les pousser vers la porte vers Sina, c'est ça?
Je ne pense pas. Je pense plutôt que On ne l'espère pas. Le mode d'extermination accéléré dont vous parlez, il est enclenché déjà depuis 75 ans, depuis qu'on a installé Israël dans ces territoires et qu'on a dit à un peuple qui s'appelle les Palestiniens, au-delà de là que je m'y mette. Donc ça a commencé il y a fort longtemps, les massacres de Sabra et Shatila, etc. Bon, tout ça, vous le savez. Ce qui veut De dire quoi? Ce qui veut Téliassine. dire qu'actuellement, et voilà, exactement. Actuellement, on veut nous embarquer sur une histoire idéologique avec l'antisémitisme, voilà, etc., etc. Tout ça, ce sont des artefacts qu'utilise l'impérialisme américain. Et je persiste à croire et à dire que Israël n'est rien d'autre que le chien de garde des États-Unis d'Amérique, lesquels utilisent ce chien de garde pour maintenir sur toute la région sa mainmise. Et donc, on comprend à partir de ce moment-là les silences, entre guillemets, des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, etc., tous ces petits pays, l'Égypte, qui ne disent rien, qui ne mouftent pas, qui ne lèvent pas, qui ne font aucun effort pour essayer de stopper ce massacre, ce génocide. C'est un génocide, il faut pas avoir peur des mots. Et donc, partant de là, il faut avoir une vision un peu plus stratégique. Aujourd'hui, nous avons eu la surprise de voir le président Poutine débarquer aux Émirats, à Abu Dhabi, et ensuite, juste après ça, il va rester 1 heure ou 2, pas plus, et il est reparti vers l'Arabie Saoudite. Ce sont là 2 pays qui peuvent agir, parce qu'ils ont des accointances avec Israël, qui peuvent agir sur cet État sioniste. Mais c'est surtout le fait que Poutine lance un message à qui de droit, donc aux Américains, pour leur dire « je rentre dans la danse ». À partir de là, voilà, c'est ça. À partir de là, je pense qu'il faut commencer à réfléchir sérieusement. Nos pauvres amis palestiniens sont en train de mourir, les enfants, les bébés, toutes les images atroces que nous montrent les chaînes de télévision qui sont autorisées à venir filmer ça. C'est vrai que ça fait peur. Mais le génocide arménien a existé, le génocide des Algériens a existé. Au Cameroun, il y a eu 1 million de morts, etc. Tout ça, on connaît cette histoire. Partant de là, la seule chose que peuvent faire les pays qui se croient être détenteurs d'une morale, je pense à l'Occident en particulier, ceux-là sont des menteurs invétérés et vous connaissez leur chaîne de télévision, ils passent leur temps à vouloir nous embarquer sur une affaire d'idéologie, d'antisémitisme, alors qu'en vérité, le problème est un problème de décolonisation. Très bien, oui, très bien, Omar Ben Barti. Alors, Nadia, est-ce que vous n'avez pas cette impression, en tous les cas, qu'au-delà de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, il y a comme une sorte de gain de temps? Alors, n'y a-t-il vraiment personne pour dire stop? N'y a-t-il vraiment aucune force pour dire il est temps d'arrêter parce qu'il y a des millions de morts, il faut que ça s'arrête, il faut que ça se stoppe, il faut un cessez-le-feu? Pourquoi le monde est consterné ou, si vous voulez, il est terré dans ce silence très complice, très suspicieux? Est-ce que ça ne vous donne pas cette impression qu'on cherche à gagner du temps, et à gagner du temps, pourquoi? Alors, je ne sais pas si on cherche à gagner du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins d'1 heure, les Nations Unies ont enclenché l'article 99, qui est un article en fait qui appelle donc là, en l'occurrence, à un cessez-le-feu humanitaire de toute urgence. Et Antonio Guterres justifie l'activation de cet article en disant en gros que le maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale n'est plus garanti. Donc, effectivement, on a d'un côté cette institution qui est l'ONU et qui était censée quand même pouvoir créer le rapport de force et faire entendre raison à Israël. Bon, on a vu que c'est pas possible. D'ailleurs, je fais un petit parallèle aussi au début des frappes israéliennes. Vous avez Karim Khan qui est à la tête de la CPI, qui avait voulu aller à Gaza en passant par la frontière égyptienne et qui a obtenu une fin de non-recevoir de la part d'Israël, qui n'est pas membre de la CPI. Gagner du temps, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut faire aussi un autre parallèle. Décidément, il y a pas mal de parallèles à faire dans cette affaire. Quand on regarde l'évolution de la position d'Emmanuel Macron,
elle est très intéressante, cette évolution, parce que finalement, ça n'a pas été une valse à 2 temps, c'est une valse, on est en plein dedans, finalement, on a l'impression qu'il y a 3, 4, 5 temps. C'est-à-dire que le 7 octobre, il condamne bien évidemment l'opération du Hamas et l'assassinat des civils, hein, de ce qui s'est passé. Oui. Et puis ensuite, il attend une quinzaine de jours pour se rendre au Proche-Orient, faire une tournée, parce qu'il y a cette idée que c'est son rôle aussi en tant que président de la République. Il y a cette toile de fond de la politique arabe de la France. Vous savez, voilà, donc il a eu besoin effectivement d'aller faire cette tournée au Proche-Orient. Et puis là-bas, il fait une conférence de presse avec Benjamin Netanyahou où donc, il assure son soutien inconditionnel à Israël. Et puis juste après, il va voir Sisi, où là, il a un autre discours. Ensuite, il y a de retour à Paris, c'est la trêve humanitaire qu'il demande. Et voilà. Et donc, on a l'impression. Comment expliquer justement comment expliquer, pardon, Nadia Moulay, cet positionnement de la France, ou en tous les cas de Macron, qui n'arrive pas à trancher, qui n'arrive pas à prendre une position bien claire, qui est en train de danser sur 2 pieds. Il ne sait plus justement sur quel temps danser, entre une déclaration faite et le contraire juste après. Alors, il y avait des signes avant-coureurs concernant ce que certains appellent son inexpérience sur la politique à la fois africaine, sur la politique au Moyen-Orient. D'ailleurs, il y a quelques jours, dans Le Monde, donc un journal français que vous connaissez, est sorti un texte signé par une poignée d'ambassadeurs, je ne sais plus combien exactement, mais qui s'inquiètent justement des revirements d'Emmanuel Macron. On met en avant son inexpérience, le manque de vision également. Et puis du côté de l'Élysée, on dit plutôt que si justement il y a une vision, qu'on y va sur un rythme mesuré, c'est-à-dire qu'on est aux côtés d'Israël, et d'un autre côté, effectivement, ou en même temps, pour reprendre une expression qui le caractérise, en même temps on soutient les Palestiniens, mais pas vraiment franchement. Donc là, si vous voulez, moi ce que je dis, c'est que je pense que Macron a un peu raté une étape importante, c'est-à-dire il a raté ce moment qui consistait à être du bon côté de l'histoire. Là, on est entre 20 000 et 30 000 morts, c'est ce que disait un militaire hier sur une chaîne française. À mon avis, c'est pas fini, parce qu'il y a des Palestiniens qui sont encore sous les décombres. Et donc voilà, on sent que là, la France n'a pas joué, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais a raté quelque chose. Par rapport, on est très loin, par exemple, de l'image de la France dans le monde arabe, avec Chirac qui gronde des militaires ça avait au moins le mérite d'être clair, oui. Voilà, on est loin de ça, on est loin du discours de Dominique de Villepin à la tribune des Nations Unies en 2003 contre la guerre en Irak. Voilà, donc là, Macron, effectivement, il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas, j'ai envie de dire plutôt. Et à mon avis, j'ai pas envie de dire qu'il y a de l'improvisation quand même, mais il se fait un peu dicter quand même. On a le sentiment que la France se fait un peu dicter sa politique extérieure. Alors, pour continuer avec vous, parce que vous allez nous quitter dans un petit moment, donc on va essayer de vous poser la dernière question, Nadia. Au fait, la position de Macron, finalement, quand vous dites il a raté quelque chose, en tous les cas, il semble avoir raté beaucoup de choses, parce que dès le départ, il ne savait pas où se positionner. Alors, faut-il être entièrement avec l'entité sioniste et le dire, ou faut-il, à un moment donné, devant ce qui se passe comme carnage et donc la position traditionnelle de la France, aujourd'hui, il y a de l'hésitation, il y a du flou. Au fait, il y a un manque de maturité politique, quelque part, avec Macron. Oui, il y a un manque de maturité politique. Ce qui est très intéressant et très paradoxal en même temps, c'est que Macron, finalement, tout au long de ses mandats, il a construit l'exact inverse de l'image qu'il avait proposée au moment d'être élu. Il y a des gens issus de l'immigration, par exemple, qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 en se disant que ce candidat avait peut-être les clés pour dépoussiérer un peu cette République française, un peu vieillotte, qui sent un peu la naphtaline, qui est prise dans ses combats d'arrière-garde. Je pense par exemple à la question de la guerre d'Algérie, qui est une question extrêmement présente. Et qu'il a essayé, il faut être honnête aussi avec ça, hein, il a essayé de faire bouger des choses. Et puis finalement, on voit bien qu'il s'est heurté quand même à des forces
la haute fonction publique française, j'ai envie de dire. C'est un peu un résumé, hein, qui le dépasse finalement. Et puis il y a aussi la question de l'opinion publique française qui est traditionnellement plutôt pro-israélienne. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 1 heure ou 2, qui dit que 2 tiers des Français soutiennent en fait l'offensive israélienne et la destruction du Hamas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi que ça coûte 20 ou 30 000 victimes civiles. Donc on est vraiment dans cette problématique de c'est pas un peu difficile de croire au sondage, Nadia, quand on a 2 tiers des Français qui sont pour justement l'offensive sioniste, alors que les rues montrent tout le contraire. Est-ce que doit-on faire vraiment confiance au sondage à un moment où on doute de tout? Oui, alors c'est sûr que c'est à prendre avec des pincettes, mais bon, après sur ça, bon, je pense qu'il y a des méthodes objectivement sérieuses et scientifiques pour faire des sondages. Mais c'est sûr qu'on l'a bien vu pendant les campagnes présidentielles, on peut faire dire tout ce qu'on veut au sondage dans la formulation des questions. Oui, parce qu'on est en plein dans la propagande aussi, il faut le dire. Oui, oui, ça c'est sûr. Après, pour avoir fait plusieurs manifestations en tant que journaliste, c'est sûr que la cause palestinienne, il faut être honnête, elle touche d'abord en premier lieu les personnes issues de l'immigration parce que il y a une histoire aussi, et puis après pas que, hein, bien sûr, mais il y a la question de l'histoire coloniale. Donc, c'est sûr que c'est pas une cause mainstream, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est pas une cause qui emporte les foules, et c'est un peu le souci parce que, et juste pour finir, et je rejoins ce que disait monsieur, c'est que finalement, on essaye à chaque fois, notamment en France, de tirer cette question vers une question idéologique. Alors que ce n'est pas du tout une question idéologique. Et je vous rappelle quand même qu'en France, en 2019, une résolution à l'initiative de La République En Marche, donc le parti d'Emmanuel Macron, a été adoptée à l'Assemblée nationale pour assimiler le sionisme, la lutte anti-sionisme, à l'antisémitisme. Et qu'en même temps, en mai dernier, une résolution du Parti communiste a été rejetée. Et cette résolution, elle prévoyait de reconnaître le régime d'apartheid d'Israël. Donc voilà, on en est là. C'est un débat extrêmement compliqué. Et puis on peut être très facilement taxé d'antisémitisme pour peu qu'on porte un nom à consonance maghrébine et qu'on soit journaliste. Le débat est extrêmement compliqué, mais je pense il ne faut pas lâcher l'idée que effectivement on est sur une question de décolonisation et pas une question d'antisémitisme. Pour finir, moi je pense que beaucoup de gens issus de l'immigration aujourd'hui en France n'ont plus envie d'accepter cette injonction à expier des fautes du passé. Je parle de la Shoah. La France a une responsabilité dans Vichy. Si vous lisez les travaux de Robert Paxton, qui est un historien américain qui a fait un travail essentiel en montrant comment la résistance en France avait été de l'ordre un peu exagéré, et qu'en France, on a quand même entre 5 et 7 millions de Français qui ont envoyé des lettres pendant l'occupation. Donc, si vous voulez, il y a tout qui se télescope, et on voit bien qu'on n'est plus dans un débat rationnel en France. Oui. On n'est plus dans un débat rationnel. Oui, mais justement... Raison de plus de s'accrocher aux faits. Mais justement, Nadia, juste pour terminer, alors une toute petite question, une dernière question. Mais c'est vrai que les chiffres sont là, les sondages sont là, mais il y a une vérité quand même aujourd'hui qu'il y a un retournement de situation, un revirement de situation concernant la cause palestinienne, dans le sens où la vérité frappe au visage, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'une propagande sioniste pour dire qu'ils sont dans la vérité. Car la vérité, elle est là. Je veux dire, c'est cinglant. Ça frappe aux yeux qu'il y a effectivement un génocide. D'où peut-être le nombre très fort de manifestants en Europe, en Amérique, et choses qu'on n'a pas vues par le passé, il faut le dire. Je pense que Israël, qui est un État moderne, mais est en train de perdre la bataille de l'opinion. Ça, c'est, je pense, une évidence. Pour donner un exemple concret, sur les réseaux sociaux, vous avez des tendances, notamment sur le réseau TikTok, qui est extrêmement prisé des jeunes. Et donc, sur le réseau TikTok, la tendance qui dépasse, le hashtag, pardon, qui dépasse, vous avez le hashtag palestinien. Oui. Et le hashtag israélien, et le hashtag palestinien, en fait, dépasse le hashtag israélien. Oui. Et on sait très bien que la jeunesse
la jeunesse a l'air de prendre plutôt fait et cause pour la cause palestinienne. Merci beaucoup Nadia Moulay. Merci, merci d'avoir été avec nous. Donc on vous libère. Je rappelle que vous êtes auteure et journaliste donc française et que vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Merci. Au revoir. Monsieur Ahmad Benberti, restons ensemble, on vous récupère donc par téléphone. Monsieur Ahmad Benberti, justement tout à l'heure vous avez fait allusion à un point très important, à savoir celui de la visite de Poutine donc en Arabie Saoudite et bien sûr à Abu Dhabi. Est-ce que c'est un facteur qui rentre en jeu, qui pourrait jouer aujourd'hui dans ce qui se passe à Gaza, ou peut-être inverser les donnes, ou du moins espérer de cette visite que quelque chose va bouger ou en tous les cas va se stopper. Alors, disons-le ainsi. Il faut l'espérer, il faut l'espérer, et vous aviez raison au début de dire que dans cette affaire on a l'impression qu'on veut gagner du temps, enfin que les Américains veulent gagner du temps et qu'ils laissent Israël faire ce que bon lui semble. J'ai vu que la discussion a dérapé sur Macron, mais les Palestiniens se fichent royalement d'Emmanuel Macron. Exactement. Et dire que l'État d'Israël est un État moderne, c'est un peu trop gentil, je trouve. C'est un monstre sans plus. Bon, bref, mais la visite de Poutine, il me semble qu'elle pourra jouer un rôle dans le sens où il vient un petit peu bousculer la vision unilatérale des Américains qui consiste à dire nous sommes les maîtres du jeu dans cette région et vous, les Russes, vous n'avez rien à y faire. Et donc le fait d'être venu, comme il avait fait en Syrie, rappelez-vous, le fait d'être venu et d'aller visiter les deux pays qui sont les plus proches d'Israël, à savoir les Émirats et l'Arabie Saoudite, le fait qu'il y est allé et qu'il y est resté juste le temps de dire ce qu'il avait à dire, c'est une pichenette qui est envoyée aux États-Unis pour leur dire, bon, si vous bougez pas, peut-être que moi je vais bouger maintenant dans cette région. Oui, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, Monsieur Ahmad Benberti, alors aujourd'hui, on est en train de massacrer, et ça dure dans le temps, personne ne réagit, personne ne dit il faut arrêter, même par imposition, c'est-à-dire par la force, personne n'ose le faire. La communauté internationale est complètement muselée. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre? C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut aller jusqu'où? Est-ce qu'il faut faire des calculs d'élections américaines? Il faut s'arrêter un certain timing lorsqu'on aura fini avec tous les Palestiniens? Comme ça, on pourra rentrer dans les élections parce qu'on ne veut plus entendre parler justement de bombardement. Comme ça, on ira vers des élections américaines. Au fait, tout est question de calcul, sauf que en ce moment, le compte à rebours est en train de compter les morts. Un compte à rebours macabre. Oui, deux choses, madame. La première, c'est que bon, la communauté internationale, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans l'esprit de journalistes qui croient en leur rêve. La deuxième chose, c'est le seul pays qui peut mettre fin à cette guerre, à ce qui se passe, et à déclarer un cessez-le-feu. C'est pas Israël, c'est pas la France, c'est pas la Grande-Bretagne, ce sont les États-Unis d'Amérique, parce que la Palestine, elle est en guerre non pas contre des fantoches que l'on voit actuellement se démener à Tel Aviv, mais elle est en guerre contre le gouvernement américain, comme l'ont été les Vietnamiens, comme l'a été Cuba pendant des décennies, comme nous l'avons été nous-mêmes contre la France, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas que les autres ont peur. Les autres s'en fichent quelque peu, dans la mesure où leurs intérêts ne sont pas très menacés. Il y a un seul pays dans ce que l'on appelle, entre guillemets, le monde arabe, qui a une position qui n'a pas varié, c'est l'Algérie, comme vous le savez très bien. Le reste, vous voyez à côté le Maroc, il a normalisé les accords d'Abraham. Les Émirats arabes sont un appendice d'Israël, etc., etc. Le dirigeant de l'Égypte, le gouvernement actuel de l'Égypte, il est pieds et poings liés entre les mains des États-Unis, oui, parce qu'il lui donne de l'argent. Tout ça, il faut être réaliste et être objectif. Les seuls qui peuvent se libérer de ça, ce sont les Palestiniens eux-mêmes. Et ils l'ont compris. Je crois qu'ils l'ont très très bien compris. Maintenant, on dit le Hamas, c'est du pipeau tout ça. C'est pas le Hamas, c'est toute la Palestine qui est sous le joug. Il y a des collaborateurs, bien sûr. Il y a des harkas, comme on en a eu nous aussi. Il y en a partout, dans toutes les guerres. À partir de ce moment-là, seuls les Palestiniens savent maintenant qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Mais personne n'arrêtera ce qui se passe actuellement à Gaza. Merci beaucoup. Il y a le Yémen qui est en train de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. À ce moment-là,
l'Iran qui regarde d'un mauvais œil, mais qui dit si vous branchez, je suis le premier à réagir, et le Hezbollah qui apporte un petit peu un soutien aux Palestiniens. Merci beaucoup. Les autres, tous les autres ne peuvent rien faire. Excellent, messieurs. Donc, c'est parfait. Monsieur Omar Ben Berti, en tous les cas, entre-temps, les Palestiniens sont en train de mourir et tout le monde attend avec beaucoup d'impatience et sans désespoir de qui viendra le temps d'arrêt. En tous les cas, monsieur Omar Ben Berti, merci. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales, que vous étiez avec nous donc par le téléphone depuis Oran. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.